Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour répondre à une question qui s'est posée après ma vidéo précédente, où je parlais de la 6ème République. Et après tout, c'est quoi une république? Donc vous êtes bien entendu invité à aller regarder les différentes définitions qu'on peut trouver sur Internet. Comme ça, vous allez vérifier ce que je dis. Donc, republica, ça vient du latin res publica, qui signifie littéralement la chose publique, en opposition à la chose privée. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'une république, ça n'a de sens que lorsque vous êtes dans un système où la propriété privée existe. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de choses publiques s'il n'y a pas de choses privées. L'origine de la République, ça se trouve dans l'Antiquité, et la première République dont on ait une trace, c'est la République grecque, qui a été mise en place par une oligarchie à l'époque. Alors ça remonte quand même à plus de 2600 ans, c'est un petit peu ancien. Il y a une autre république un peu plus récente, c'est la République romaine. Celle-là, elle existe depuis en gros le 5e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, elle a existé entre le 5e siècle avant Jésus-Christ jusque, voilà, les historiens ne sont pas d'accord, mais jusqu'en gros la mort de Jules César, qui doit être, si je ne me trompe pas, en moins 47 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'était la deuxième grande république de l'histoire qu'on connaît. Ensuite, il y a eu la République de Venise, qui celle-là a duré un peu plus longtemps. Elle a duré, je crois, 1300 ans. Donc quand on s'intéresse à l'histoire des républiques, ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ont un point commun, c'est qu'elles ont été mises en place en remplacement de régimes antérieurs qui étaient tous des régimes monarchiques, dans lesquels des monarques avaient abusé de leur pouvoir pour devenir des tyrans. Donc la République, c'est une réponse d'une oligarchie quand même, c'est-à-dire d'une élite d'un pays, pour mettre en place un système politique qui ne soit pas une tyrannie. Autrement dit, un système dans lequel le pouvoir soit un tant soit peu sous contrôle d'une large part de la population. Et tout le grand débat dans l'histoire de la République, c'est de savoir de quelle part de la population il s'agit. Par exemple, chez les Grecs, eh bien, ceux qui étaient des citoyens, dans la République grecque, attention, je ne parle pas de la démocratie grecque, je parle bien de la République, celle qui existait avant. Donc dans la République des Grecs, il y avait donc un système dans lequel les seuls qui étaient considérés comme des citoyens, c'était ceux qui étaient les propriétaires. Leurs femmes n'étaient pas des citoyens, et leurs serviteurs, qui étaient donc des esclaves, n'étaient pas des citoyens non plus. Autrement dit, le droit de vote qui permettait d'élire des délégués dans un cadre d'une république, on va dire chez les Grecs, c'était un système dans lequel seule l'élite votait, et évidemment seule l'élite était éligible. Donc c'est un système d'oligarchie, avec un système de vote certes, mais où les citoyens sont tous membres de l'oligarchie. Ce système-là va être un peu modifié dans le cadre de la République romaine. Alors, chez les Romains également, il y a un système de distinction entre les classes sociales. Vous avez donc les patriciens, qui sont là aussi les propriétaires, et vous avez les plébéiens, donc la plèbe, qui sont les artisans, les ouvriers, les gens de peu, dirait-on aujourd'hui. Et en dessous d'eux, il y a encore les esclaves. Alors, ce qui est très clair chez les Romains, c'est que les esclaves, eux, ne votent pas, les femmes non plus. Et puis, parmi ceux qui vont former le Sénat, il n'y aura donc que des patriciens qui pourront faire partie du Sénat. Mais il existait, à l'époque de la République romaine, un autre type d'assemblée que le Sénat, qu'on appelait les comices, et qui, eux, réunissaient les patriciens et les plébéiens. Autrement dit, les Romains avaient un système qui donnait la parole un peu plus à d'autres personnes que les élites ou l'oligarchie. Le système de Venise, le système de la République de Venise, va également avoir ce type de fonctionnement, sauf que à Venise, il n'y a aucun doute sur le fait que les patriciens, ce sont les nobles. Donc la République de Venise, c'est une république de nobles. Et même si vous avez un système dans la République de Venise, vous aviez un certain nombre de fonctions auxquelles on accédait par tirage au sort, le tirage au sort était effectué au sein d'un groupe de gens qui tous faisaient partie de l'élite. Donc si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que la République, c'est une invention d'oligarques, et c'est aussi une invention de gens qui sont des propriétaires. Pourquoi des oligarques et des propriétaires voudraient mettre en place une république? Alors il faut être très clair. Là-dessus, pas de langue de bois. Si ces gens-là ont mis en place un système républicain, c'était pour sauvegarder leurs intérêts, c'est-à-dire pour garder le pouvoir qu'ils avaient, pour garder la mainmise que leur position sociale leur donnait dans le monde où ils vivaient. Donc les républiques de l'Antiquité ont été créées exactement pour ça, pour maintenir un pouvoir
préserver des propriétés, préserver des biens, et donc garder la mainmise que ça peut donner sur les décisions de l'évolution d'un pays. Et donc évidemment on peut se demander, mais alors la République française là-dedans, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un système également mis en place par l'élite? Ou est-ce que la République française, par hasard, n'aurait pas des choses un peu plus démocratiques, un peu plus ouvertes sur autre chose que l'élite, précisément? Alors ce qui est très intéressant quand on regarde dans l'histoire de la République française, c'est que effectivement, ça ne s'est pas mis en place du tout seul. Il y a eu d'énormes débats, notamment à l'époque de la Révolution française, pour savoir quel système politique allait convenir. Dans la mesure où on était bien d'accord que la monarchie toute seule ne marchait pas, donc on a essayé une monarchie constitutionnelle, avec des élus, mais avec quand même le roi. C'est ce que les Anglais d'ailleurs ont conservé aujourd'hui. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que déjà la France ne pouvait pas être un système démocratique, au sens démocratie pure, c'est-à-dire qu'un système de démocratie pure, c'est un système dans lequel c'est le peuple qui vote les lois. En France, à la fin du XVIIIe siècle, vous aviez 90% de la population qui ne savait ni lire ni écrire. Permettre aux gens de voter pour des choses dont ils n'ont pas la compréhension, c'était impensable. Et les premières assemblées, donc à l'époque de la Révolution française, ont bien compris qu'un système de pure démocratie n'était pas possible en France. Donc le système de la République a tout de suite suscité l'intérêt, surtout de la classe possédante. Il faut bien comprendre que les premières assemblées élues juste après la Révolution française étaient très majoritairement, les élus c'était les notables. Les notables c'était les gens qui étaient connus, qui avaient réussi, et donc qui avaient de l'argent. Donc il ne faut pas se leurrer. La plupart des élus en France sont issus soit de la bourgeoisie, soit de la noblesse, mais sont issus d'un milieu favorisé, un milieu qui, bien entendu, vise entre autres comme objectif de sauvegarder ses intérêts. Avec, à l'intérieur de cette catégorie de population, un certain nombre de personnes qui, bien que souhaitant sauvegarder leurs intérêts, avaient quand même le souci que cette sauvegarde ne se fasse pas au détriment du peuple, et ne s'appuie pas sur une espèce d'entretien de la misère ou de mépris des petites gens qu'on exploiterait jusqu'à la mort sans aucun respect pour eux. Donc il y a eu des gens pour qui cette oligarchie, qui était une oligarchie d'exploitation, bon, ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça. Donc ce qui s'est passé au moment où la République s'est mise en place en France, et c'est arrivé 5 fois, c'est arrivé 5 fois parce que nous sommes dans la 5e République. Rien que là-dessus, il y a une page d'histoire énorme à consulter pour comprendre pourquoi il y a eu 5 républiques en France. Ça veut bien dire que le système a été mis à bas 4 fois, ou en tout cas il était mis à bas en fait 3 fois, et la 4e fois, c'est simplement la 4e république qui ne marchait plus, et il fallait absolument trouver une manière de la faire fonctionner. Donc le principe d'une république, ça peut s'arrêter, ça peut être oligarchique, ça peut être au mépris du peuple, et ça peut aussi se casser la figure d'une république. Donc maintenant, il faut essayer de comprendre comment, en France, on a mis en place un système de république qui a pu être accepté d'une façon massive par la population française. Donc ça veut dire que ce n'est pas une république comme les autres, la République française. C'est une république qui a été élaborée avec toujours la question de qui commande et qui contrôle ce qui commande. Donc vous verrez que dans le préambule de la Constitution de la 5e République, il y a une notion qui a l'air de rien comme ça, qui est celle de la souveraineté du peuple. C'est écrit textuellement, la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple, c'est pas les riches contre les pauvres. C'est pas les petits contre les grands. C'est l'ensemble de la population du pays qui forme le peuple. Et la souveraineté, elle appartient à l'ensemble de la population du pays. Ça, c'est une donnée fondamentale parce que si vous ne posez pas ça, le système, ensuite, ne peut pas tenir. Tout simplement parce que vous posez la souveraineté du peuple, mais ensuite vous mettez en place un système avec des élections. Donc un système avec un gouvernement représentatif. Et ce gouvernement représentatif, structurellement, ça c'est des choses qu'Étienne Chouard démontre très bien, structurellement, un système représentatif comme celui-là va mettre au pouvoir des nobles, quand ce sont des nobles qui sont les plus connus, ou des bourgeois quand c'est les bourgeois qui se sont les plus connus, mais en fait ça va mettre au pouvoir les notables, c'est-à-dire les gens installés, les gens qui ont des biens matériels ou mobilier, immobilier, ou des gens qui ont une notoriété intellectuelle, morale, enfin, voilà, donc ça va être une forme d'élitisme, ce système d'élection.
Et faire accepter à un peuple, qui évidemment, l'élite, c'est qu'une toute petite partie de la population, faire accepter au peuple tout entier que ça va être la fraction de l'élite qui va se disputer le pouvoir, et que c'est dans cette fraction de l'élite que les électeurs devront décider de qui va gouverner, et bien cette contrainte-là, pour le peuple, n'est acceptable qu'à des conditions qui sont extrêmement précises. La première chose, c'est l'état de droit. Le peuple exige de ses représentants, de son gouvernement, de ses élus, que le droit soit le même pour tout le monde. Si le droit n'est pas le même pour tout le monde dans un pays, eh ben, la République n'est plus une République. Je pense que certains d'entre vous me voient venir quand je dis ça. Deuxièmement, pour qu'une République tienne la route, il faut que le fait d'être dans l'élite ne soit pas dû uniquement à l'héritage. Si vous êtes dans l'élite uniquement parce que vos parents y étaient, c'est-à-dire vos parents étaient riches, donc vous avez hérité d'une richesse, donc vous êtes dans l'élite, ou bien vos parents avaient un très haut niveau d'études, donc ils ont su vous aider, vous, à acquérir un très haut niveau d'études, et ce qui fait que ça vous permet à vous d'être dans l'élite, là on est dans ce qu'on appelle le schéma d'une reproduction sociale. Évidemment, chacun d'entre nous est né dans un certain milieu social, et puis certains ont la chance d'avoir des parents qui sont enseignants, des parents qui sont chefs d'entreprise, des parents qui, qui sont des chercheurs, qui ont donc un niveau très élevé. Et bien évidemment, si vous grandissez dans une famille comme ça, vous aurez bien plus de chances d'accéder à cette élite. Si en revanche, vos parents sont agriculteurs, si vos parents sont ouvriers, si vos parents sont de petits artisans, si vos parents effectivement ne font pas partie de l'élite, eh bien, vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir tout cet apport initial du cadre familial qui peut vous permettre de réussir dans la société où nous sommes. Et c'est pour ça que le deuxième versant d'une république acceptable du peuple, c'est ce qu'on a appelé l'ascenseur social. Autrement dit, dans une république comme la République française, une république dont la souveraineté émane du peuple, on doit faire en sorte que quiconque, quelle que soit son origine, puisse accéder à des formations, puisse faire des études, puisse être reconnu pour ses qualités par son travail, quelles que soient ses origines sociales. Autrement dit, avoir un système dans lequel, que vous soyez fils d'ouvrier, fils d'agriculteur, fils d'avocat, fils de prof, fils de chercheur ou fils de chômeur, fils ou fille, je ne veux pas être sexiste, c'est pas du tout le propos, eh bien, quelle que soit donc votre situation de départ, la République doit vous garantir que si vous êtes sérieux et si vous travaillez correctement à l'école, on va avoir un système éducatif, un système de formation qui va permettre à n'importe qui, de n'importe quel milieu, d'accéder à l'élite. Et donc ces deux principes-là, c'est ceux qui ont permis que la République soit défendue, y compris par des gens qui étaient issus de milieux très très défavorisés. Parce que ces gens-là se sont bien rendus compte que l'élite qui les dirigeait, c'était des riches. Mais c'était des riches qui ont mis en place les écoles normales pour former les instituteurs, qui ont mis en place l'école libre et gratuite pour tous, l'école laïque, et qui ont mis en place un certain nombre de systèmes de protection sociale, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Donc quand vous êtes dans un système où vous constatez que l'élite assure une attention minimale, après quand c'est plus c'est mieux, mais déjà une attention minimale à ce que tout le monde puisse vivre décemment, à ce que tout le monde ait sa chance, mais avoir sa chance, c'est pas un tirage au loto, c'est à ce que tout le monde puisse être reconnu pour ses qualités, quelles que soient ses origines. Un système qui garantit ça, même s'il est fondamentalement inégalitaire, parce qu'une république, excusez-moi, c'est un système inégalitaire, vous avez des riches et des pauvres, des riches qui veulent rester riches, et puis des pauvres, dont les riches aimeraient bien qu'ils restent pauvres, si c'était possible. En tout cas, une bonne fraction des riches, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils ne le disent pas, mais c'est quand même la réalité. Donc un système comme celui-là, ça ne tient que si vous avez une forme d'équilibre qui se met en place. Et un équilibre dans lequel ceux qui ont le moins savent qu'il y a un État au-dessus d'eux, et que cet État va garantir l'essentiel. Il va garantir que tout le monde puisse manger, il va garantir que tout le monde puisse aller à l'école, il va garantir que tout le monde puisse
avoir du travail. Ça, c'est le contrat minimum, c'est le contrat tacite, hein, c'est le contrat tacite minimum entre le peuple et ses dirigeants pour qu'une république tienne la route.